Bon, eh bien, merci à vous tous et à tous les nouveaux. Je vois que ça se renouvelle. Il y a des anciens ou anciennes qui reviennent, ce qui fait toujours plaisir. Et je constate aussi avec plaisir qu'il y a de plus en plus de jeunes. Alors, je ne rejette pas du tout les anciennes, bien entendu. Mais l'avenir, ce sont les jeunes. Et dans la mesure où ils commencent à comprendre, il serait temps, que ce qui se passe aujourd'hui les concerne leur avenir, donc ils sont là pour essayer de comprendre le pourquoi des choses et ce qu'il y a moyen de faire. Alors, dans le combat que je mène avec mes amis contre le mondialisme, il y a deux dangers. Celui de ceux qui disent « Ah, de toute façon, c'est trop tard, il n'y a plus rien à faire, l'Église est morte, la nation est morte, etc. » Et vous, tout de même, qui lisez la presse, notre presse, comme on dit, savez très bien qu'il y a un certain nombre de journaux, ça va de Poison à la presse des organisations religieuses, au site CD vacantistes, etc., etc., qui vous disent, voilà, c'est fini, c'est mort, il n'y a plus rien à faire. Sans compter des individus comme Pierre Hillard, qui ne trouvent rien de mieux que de proposer de se réfugier dans un endroit bien caché avec des vivres, ou un Jean de Vigry dans son bouquin Les deux patries, qui vous dit froidement, la France est morte. Si réellement ils croient ça, mais qu'ils la bouclent et qu'ils aillent planter leurs choux. Mais ces gens sont dangereux. Et si vous venez ici, je suppose, c'est pas pour pleurer avec moi. Je ne pleure pas. Et ce que je vous dis, c'est pour vous mettre en garde contre la façon d'agir de nos ennemis, pour que vous réagissiez, et non pas pour pleurer. Et puis il y a l'autre attitude, tout aussi dangereuse, peut-être moins dangereuse que la première déjà. C'est celle de ceux qui nient le complot, tout simplement. C'est facile, on nie, on n'apporte pas de preuves. Et vous vous doutez bien qu'avec le titre de cette conférence, la mort programmée des peuples et des nations, avec un pareil titre, il y a un certain nombre d'individus, Vincent Renoir, Pierre Hillard, les Chiron, Jean Sévilla, enfin tous ceux qui encombrent nos milieux et sur les antennes, d'ailleurs qui sont en général très médiatisés, qui viennent vous dire qu'il n'y a pas de complot. Puis les abbés, Lustig, Danoir, Cellier, puis j'en passe. Mais le problème, ne leur en déplaise, c'est que les faits sont têtus. Que les textes des différents responsables de ce complot sont connus, que je les ai répertoriés dans plusieurs de mes livres, dans la maçonnerie, le complot mondialiste, etc., et que ce ne sont pas des textes que j'ai écrits. Ce sont nos ennemis qui les ont écrits et qui disent exactement ce qu'ils veulent faire. Alors c'est facile de nier le complot. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils peuvent simplement tromper ceux qui ne sont pas curieux d'aller fouiner et chercher autre chose ailleurs. Et surtout, ils font le barrage, ils mettent l'édredon sur la vérité de la situation. Alors, pour ne pas les décevoir, je vais commencer cet exposé par un rappel qui leur donne régulièrement des boutons, quand j'évoque le complot judéo-maçonnique, les protocoles des sages de Sion. Merci, monsieur.
Mais c'est un faux, me diront-ils. Ah bon? C'est un faux. Oui, bon, d'accord, admettons. Mais alors, comment se fait-il que depuis que ces textes ont été publiés, ce que nous vivons et les générations précédentes ont vécu correspond à la description qui en a été faite à l'époque? Pourquoi, si c'est un faux? Ou alors c'est que celui qui a écrit ce texte avait une telle connaissance approfondie des milieux juifs révolutionnaires qu'il pouvait extrapoler ce qu'il en savait pour annoncer ce qu'ils allaient faire. Et alors, ceux qui nient cette évidence, qui sont incapables d'apporter les preuves de leur négation, c'est à croire qu'ils croient à la génération spontanée, aux effets sans cause. Eh bien non, que ce soit pour la maladie comme pour les maladies du corps social, en politique, il y a toujours une cause qui explique ce qui arrive. Et quand on voit arriver une révolution, elle ne date pas du jour où elle éclate, elle remonte bien souvent, la plupart du temps, très loin en arrière. Et c'est pour ça qu'il faut être attentif aux choses, parce que ce qui se passe aujourd'hui explique ce qui se passera dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Comme ce que nous vivons s'explique par ce qui s'est passé précédemment. Alors, ils nous disent, les protocoles, c'est un faux. Donc, quand on lit dans les protocoles que les conjurés avaient l'intention de détruire les goïms par la drogue, le sexe et la violence, ils peuvent toujours nier, mais la réalité les écrase. Et je voudrais vous donner en citation, entre autres choses, on a eu des exemples encore dernièrement, mais disons que l'un des tout derniers est cette information qui a dû vous passer totalement inaperçue, parce que même dans nos milieux, on n'en a pas. Alors voilà, je vais vous citer ça. Donc je cite, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et l'Union européenne sont heureux de vous faire part de leur soutien financier au collectif Le Dernier Cri, Vomir des yeux. Alors, de quoi s'agissait-il? D'une exposition d'un collectif d'auteurs internationaux de dessins représentant, vous êtes bien assis, des scènes de pédophilie, de pédopornographie, de zoophilie, et jusqu'à un dessin d'un enfant se faisant sodomiser par un animal sur l'autel d'une église. Voilà ce que nous finançons par nos impôts, que ce soit par le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône ou par l'Union européenne que nous finançons par nos impôts. Alors ça se passait dans un quartier de Marseille, la Belle de Mai, qui est un quartier populaire, mais un quartier culturel, et où tout le monde circule, donc tout le monde pouvait rentrer par curiosité, voir ça, et donc vous voyez. Et le fait que tout cela se fasse en catimini, comme toujours les mauvais coups, ils font progresser leurs choses insensiblement, petit à petit, petit à petit. Et bon, disons que malheureusement ce genre de choses n'est pas récent, à tel point que quelqu'un comme saint Augustin déjà dénonçait ce genre de démarche. Je vous cite, « À force de tout voir, on finit par tout supporter. À force de tout supporter, on finit par tout tolérer. À force de tout tolérer, on finit par tout accepter. Et à force de tout accepter, on finit par tout approuver. »
Alors, les protocoles info. Hélas, non, il est là sous nos yeux. Alors, une erreur que je voudrais que l'on ne fasse pas, c'est de croire que tout a commencé au moment des protocoles. Les protocoles ne sont qu'une étape, qu'une constatation d'une situation qui n'était elle-même que, qui ne faisait que succéder à ce qui s'était déjà passé. Car cette volonté de destruction de la société et des nations a une longue histoire. Et il faut revenir à ses origines, et au risque de me répéter, mais vous savez que la répétition est une chose nécessaire, parce que comme disait un certain Maréchal Pétain, les Français, il n'y a pas que les Français, les peuples ont la mémoire courte. Donc il faut répéter, répéter, répéter. Ne croyez pas, parce que vous avez dit une chose, que votre interlocuteur a compris et a retenu. Donc, on ne peut comprendre cette volonté acharnée de destruction sans revenir au point de départ de la démarche mondialiste messianique jusqu'à aujourd'hui. Elle découle, comme je l'ai déjà maintes fois expliqué, de cette déception du peuple juif qui n'a pas accepté le Christ, pour cette raison d'ailleurs, qui ne lui apportait pas la domination sur le monde qu'ils en attendaient. Je me répète, je le sais très bien, mais il faut répéter, répéter, répéter. D'où, en réaction, cette paranoïa du monde juif, ou tout au moins de ses élites, de se transformer dans son propre Messie et celui du monde. Et vous comprenez l'aboutissement dans cette volonté de gouvernance mondiale qui n'est que le mot actuel de ce que les révolutionnaires de la Révolution dite française appelaient la République universelle. Alors, évidemment, vous comprendre, ce problème est d'autant plus douloureux pour les Juifs que du fait de leur rejet du Christ, ils n'étaient plus le peuple élu, mais par leur propre faute. Et si l'on ne comprend pas cette dimension historique et paranoïaque messianique, on ne peut pas comprendre la démarche judéo-maçonnique en vue de l'instauration de la République universelle. Toutes les hérésies et déviations dans le monde politique et religieux qui ont eu lieu depuis lors, l'arianisme, les albigeois, les cathares, jusqu'à l'essor du protestantisme, découlent de cette fermentation révolutionnaire juive pour détruire l'ordre chrétien et tout ce qui peut s'opposer à leur volonté de suprématie mondiale. Alors, bien entendu, l'étape majeure en fut la révolution de 1789, que j'appelle toujours dite française, parce que, de par ses intervenants et l'argent nécessaire pour l'accomplir, ça a été une révolution étrangère, doublement étrangère, anglaise et maçonnique, judéo-maçonnique. Vous trouverez tous les textes importants à connaître de nos ennemis dans mon livre La maçonnerie, notamment. Alors, il y a une question que je me pose souvent. Je me dis, mais c'est pas possible. C'était tout de même assez visible. D'ailleurs, des nombres d'auteurs et d'écrivains de l'époque l'ont compris très rapidement et ont mis en garde. Comment se fait-il que les élites de l'Ancien Régime n'aient pas pu comprendre où allait mener cette fermentation révolutionnaire de la maçonnerie? Et jusqu'à, pour nombre d'entre eux, y adhérer. L'historien maçon Louis Blanc, dans son Histoire de la Révolution française,
y répond. C'est très bien expliqué. Je cite, « La franc-maçonnerie, comprenant un grand nombre d'hommes opposés à tout projet de subversion sociale, les novateurs, c'est-à-dire les maçons, multiplient les degrés de l'échelle à gravir, créent des arrière-loges réservées aux âmes ardentes. » Ce qui veut dire réservé à ceux auxquels on peut révéler le complot et les buts. Et c'est là que se trouve l'ambiguïté et la duplicité de la maçonnerie, que j'ai voulu illustrer par cette image de la couverture du livre. Cet homme, avec deux visages, ce qu'on appelle le rebis, qui a aussi une symbolique sexuelle là-dedans, à la fois mâle et femelle. Toujours double visage. Donc la maçonnerie a visage rassurant, société de bienfaisance, et tatati, tatater, et puis les arrière-loges pour les âmes ardentes, comme dit Louis Blanc, pour ceux qui savent où, ce qu'ils veulent faire, dans quel but, ce qu'ils veulent détruire. Et tout le reste, tous les autres seront ce que j'appelle les idiots utiles, ne verront que l'aspect extérieur que veut bien se donner la maçonnerie, rassurant, et tomberont dans tous les panneaux. Comme je l'ai dit à l'instant, tout le monde n'était pas dupe quand même. Et ne serait-ce que Louis XV, tout au moins à ses débuts, faisait poursuivre les débuts de la maçonnerie par le cardinal de Fleury. Et les maçons, il leur fallait trouver une explication au problème du secret. Pourquoi ce secret dont ils s'entourent? Et alors, Ramsay, le chevalier de Ramsay, que vous connaissez de nom, vous les plus anciens qui venez ici, Ramsay a essayé de convaincre Louis XV en disant ceci. La maçonnerie est une société de bons enfants qui veulent réunir tous les hommes d'un esprit éclairé, de mœurs douces et d'une humeur agréable, non seulement par amour des beaux-arts, mais encore plus par les grands principes de vertu, de science et de religion, où l'intérêt de la confraternité devient celui du genre humain tout entier. Regardez cette belle prose rassurante, etc., etc. Et cette logomachie, jusqu'à nos jours, n'a pas varié. C'est toujours le même discours dans les milieux maçonniques vis-à-vis de l'extérieur. C'est la face rassurante de la maçonnerie. Mais derrière, quand vous voyez l'Express, le Point, tous ces magazines qui vous sortent des numéros spéciaux sur la maçonnerie, sur lesquels peut-être certains d'entre vous vous êtes précipités en croyant découvrir des choses, mais ils ne vont jamais vous dire le fond réel de la maçonnerie. C'est réservé aux âmes ardentes, comme disait Louis Blanc. Ainsi, sous ces aspects rassurants, le vice devient une arme politique pour dépraver et neutraliser l'être humain, pour l'empêcher de réfléchir et donc de réagir. Quelqu'un qui n'est plus préoccupé que par des besoins, etc., évidemment, il n'a pas d'autres préoccupations. Il est annihilé. Et j'ai écho d'un certain nombre d'hommes politiques de nos milieux relativement, dont les frasques, etc., occupent un petit peu la galerie, et moyennant quoi, ils ne font plus rien. Ils sont stérilisés. Intellectuellement. Pour le reste, je ne peux pas me porter garant. Donc vous voyez comment
tout ça, ce ne sont pas des détails de l'histoire, comme dirait quelqu'un, ce sont des choses majeures si l'on veut comprendre la démarche destructrice des forces qui veulent la disparition. Et c'est pourquoi, véridique ou faux génial, l'évolution de la société démontre la vérité des protocoles des sages de Sion. Et ce que je vous ai décrit de cette exposition scandaleuse de Marseille en est une des dernières démonstrations. Rappelez-vous aussi, il n'y a pas longtemps, l'exposition, je crois que c'était à Avignon, de Christ. Puis il y en a eu d'autres dernièrement, aussi bien sous Sarkozy que sous Hollande, qu'on ne vienne pas nous dire « Ah, c'est socialiste, c'est épouvantable !» Le petit Sarkozy, il était pas mal non plus. Alors venons-en à notre époque. Dans un ouvrage très documenté, que je cite d'ailleurs dans la maçonnerie, Le complot judéo-maçonnique, de André Goldschlager et Jean-Claude Lemaire, deux auteurs maçons, belges. Ils font une intéressante remarque sur l'hostilité des élites musulmanes envers la maçonnerie. Je cite. Dans le camp musulman, on tient désormais l'alliance politique entre Israël et les États-Unis pour la concrétisation évidente des protocoles, pour la preuve tangible de l'ascendance prise par les Juifs sur les loges dans leur conquête de l'hégémonie mondiale. Question, est-ce que certaines élites musulmanes seraient-elles plus perspicaces que certaines élites catholiques, y compris traditionnalistes? Rappelez-vous ce que proclamait ouvertement le marin Nicolas Sarkozy, politicien fabriqué par la CIA, j'en donne la preuve dans mon étude sur Sarkozy ou la mort programmée de la France, quand il disait, c'était dans son discours du 16 janvier 2009, « On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. » Entre nous, c'est très démocratique. Ainsi, à chaque époque, on tombe sur le facteur juif. Je ne l'invente pas. Je ne l'invente pas. Les preuves sont là. Et rappelons que l'un des acteurs de la Révolution française, je me répète encore une fois, le juif Christian Archie-Schlotz, a été fait citoyen français par la Convention après la publication de son livre qui s'appelait « La République universelle ». Donc, voilà, pour les gens de la Révolution, publier un livre qui s'oppose à la nation, qui prévoit le gouvernement mondial, eh bien, il est fait citoyen français. Mais c'est un citoyen français qui n'est plus français, c'est un citoyen français idéologue qui s'oppose au citoyen français par ses racines. Et puis les autres, le comte de Cagliostro, celui le si célèbre dans l'affaire du collier de la reine, qui fut le début de la descente aux enfers de la monarchie. Mais il n'était pas comte de Cagliostro, il s'appelait tout bêtement Joseph Balsamo et c'était un juif italien. Petit détail. Benjamin Franklin, Marat, Necker, Weishaupt, Claude, Ramsay, tous étrangers. Alors on nous parle des Danton et Robespierre, oui, d'accord. Mais derrière, il y avait les âmes ardentes. Cela. Et ainsi, à chaque époque, on retrouve cette engeance. Aujourd'hui, c'est Cohn-Bendit, c'est Bernard-Henri Lévy, c'est Strauss-Kahn, c'est Badinter, c'est Simone Veil, c'est Rothschild, c'est Sarkozy, c'est Valls, j'en passe. Œuvrant toujours dans le même but de la République universelle annoncée par les conjurés de la Révolution, ce qu'on appelle aujourd'hui le nouvel ordre mondial. Voyons maintenant quelques-uns des textes qui prouvent la continuité du complot mondialiste, qui, pour réussir, doit faire disparaître
les nations et dissoudre les peuples. Encore un texte que j'ai cité déjà, et que je réciterai certainement encore, celui de Roger Leray, grand maître du Grand Orient de France, au convent de 1968, dans Humanisme. Il y a 200 ans, le chevalier de Ramsay a dénoncé la République universelle. Depuis, inlassablement, les francs-maçons du monde entier participent à son édification. Les francs-maçons du monde entier, c'est pas une obédience ou une autre. Les francs-maçons du monde entier. Donc, c'est la globalité de la maçonnerie qui participe à ce concours. Qu'on ne vienne pas me dire « Ah oui, mais il y a de bonnes obédiences, c'est la Grande Loge nationale de France, etc. » Non. Et j'ai cité mon livre « La maçonnerie » encore une fois, cette réflexion de l'ancien grand maître de la Grande Loge nationale de France qui s'appelait, je ne sais plus comment il s'appelle, bref, peu importe, qui disait justement « Mais toutes les obédiences participent au même but. Toutes ont la même formation. Que voulez-vous de plus? C'est pas moi qui l'ai inventé. Je donne les références, donc on peut toujours rier, on peut toujours occulter, mais le texte est là, la référence est là. Je regrette, je suis très dérangeant et j'en suis très content. Et en contrepoint à ce que j'ai dit là, la fameuse déclaration du financier juif américain Paul Warburg, là aussi qu'il faut répéter pour ceux qui ne sont pas au courant encore, nous aurons un gouvernement mondial, que cela plaise ou non, encore une fois très démocratique bien entendu. La seule question est de savoir s'il sera créé par conquête ou par consentement. C'est donc là la source d'inspiration d'un Nicolas Sarkozy que je viens de citer. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Et ce thème sera repris 20 ans plus tard par un autre grand de la finance, cosmopolite, le baron Edmond de Rothschild, dans la revue Entreprise, du 18 juillet 1970. On ne peut plus clair. Le verrou qui doit sauter, c'est la nation. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Et on retrouve cette même obsession chez différents représentants de l'intelligentsia juive. Je cite Bernard-Henri Lévy dans François du 24 avril 1979. « Bravo à tout ce qui peut contribuer à casser les mythologies réactionnaires de l'État-nation, du nationalisme cocardier, du terroir, des bignews et des folklores. » Georges-Marc Benagou, dans sa revue Globe, numéro 1 en 1988, copier-coller. Tout ce qui est terroir, béret, bignou, bref, franchouillard et cocardier, nous, étrangers, voire odieux. Nous. Pierre Berger, mécène des publications gays, affirmait la patrie est le mot qui nous est le plus odieux. Vous n'avez pas une question à poser? Vous n'avez pas une question à poser? En dirait-il autant pour Israël? Oui, j'essaie de vous stimuler là, parce que dans une discussion, c'est comme ça qu'il faut agir. C'est la dialectique. Et alors, Jean Kahn, président du Congrès juif européen, entre autres choses, parce qu'il a de multiples casquettes, il confirmait tout cela dans la tribune juive de avril 1996. « Mon parti politique, c'est le peuple juif. » Et il affirmait que toute référence au baptême de Clovis est puissamment incitative à la haine raciale. Et il réclamait qu'elle soit durement réprimée sous toutes ses formes. Y a-t-il un commentaire à rajouter? Telle est donc leur haine de ce que nous sommes, de ce que nous représentons, envers la France qui les accueille et dont ils profitent. Or, ne croyez pas qu'il n'y ait que ces gens de France,
ces gens de France qui disent cela, qui annoncent la couleur. Ce texte que j'ai encore une fois déjà cité, parce que j'ai tout de même un certain nombre de textes qui sont des textes phares, tellement ils éclairent bien la société, le sujet. Ce texte du British Israel. La Grande-Bretagne et ses dominions autonomes, avec la République américaine et les Juifs, constituent toute la race d'Israël. C'est elle qui doit instaurer un gouvernement mondial appelé dans les Écritures le royaume de Dieu. Vous retrouvez le messianisme là-dedans. Tout y est. Et alors, un autre texte que j'ai cité aussi, que je me fais un énorme plaisir de vous citer à nouveau, celui de Baruch Lévi à Karl Marx. Je cite, « Le peuple juif en tant que collectivité sera son propre messie. Sa domination sur le monde sera réalisée par l'union des autres races humaines, par l'élimination des frontières et des monarchies qui sont les bastions du particularisme et par la constitution d'une république mondiale. » Dans cette nouvelle organisation de l'humanité, les fils d'Israël, présentement dispersés dans le monde entier, pourront sans obstacle devenir partout l'élément dirigeant, surtout s'ils parviennent à placer les masses ouvrières sous le ferme contrôle de quelques-uns d'entre eux. La propriété privée pourra alors être soumise aux gouvernants de race juive qui administreront partout les biens des États. Ainsi sera accomplie la promesse du Talmud selon laquelle les Juifs, lorsque les temps seront venus, posséderont les clés des biens de tous les peuples de la terre. N'est-ce pas là ce que l'on constate avec la mainmise de la haute finance cosmopolite de Wall Street et de la City, imposant leurs finances artificielles frauduleuses au monde pour s'enrichir en appauvrissant les peuples? Venons-en à autre chose maintenant. Dans l'analyse des vecteurs qui poussent à la dictature mondialiste, il faut se pencher sur un phénomène appelé, bien à tort, le néoconservatisme américain. Car il n'est ni d'essence conservatrice, ni d'essence américaine. Ces néocons, comme on dit en résumé, acteurs de toutes les déstabilisations mondiales actuelles, ne sont que d'anciens trotskistes, juifs américains, reconvertis en pseudo-conservateurs, appuyés sur le biblisme protestant américain. C'est un aspect qu'il faut bien avoir en tête, le rôle du biblisme protestant américain comme allié du monde juif. C'est fondamental. Dans son étude du mouvement néocons, l'historien américain Kevin MacDonald pose clairement la question. Le conservatisme est-il un mouvement juif? En tout cas, ses recherches ne laissent absolument aucun doute sur ses influences juives trotskistes à travers différentes structures, l'école d'anthropologie de Boas, la psychanalyse de Freud, le New York Intellectuals, l'école de Francfort, et les mouvements de la gauche radicale qui visent, comme chez nous, à modifier la composition ethnique des États-Unis par l'immigration. Cela avec le support des revues Partisan Review et Commentary, publiées par le American Jewish Committee, proche du B'nai B'rith, et de la Anti-Defamation League.
De ce gauchisme trotskiste, néoconservateur des années 50, allaient émerger nombre de juifs à des postes d'influence dans le gouvernement de George W. Bush, révèle encore Kevin MacDonald. Et ça va vous rappeler de bons souvenirs. Paul Wolfowitz, Richard Pearl, Douglas Feith, Lewis Libby, Elliot Abrams, John Bolton, associés à d'autres influents dans les médias et les clubs de réflexion, Bill Kristol, Michael Lydon, dont j'ai parlé tout à l'heure, Stephen Bryan, John Podhoretz, Daniel Pipes et dans les milieux académiques, Richard Pipes et Daniel Kagan. C'est là tout le clan belliciste qui a fomenté le 11 septembre 2001. Le montage, si vous préférez. Et à l'origine des guerres contre l'Irak, l'Afghanistan, puis la Syrie et la Libye. Kevin MacDonald faisait une réflexion intéressante, que la tendance gauchiste radicale de ces fils spirituels de Trotsky a évolué à mesure que montait l'antisémitisme dans l'Union soviétique. Ce qui montre bien que la fin de l'Union soviétique même avant, puisque ça a commencé avec Staline, il y a eu une lutte entre les éléments marxistes juifs et l'élément purement russe, bolchevique, tout ce que vous voudrez, mais purement russe. Donc c'est une notion aussi intéressante à retenir, qu'ils n'ont commencé à évoluer que quand ils se sont rendus compte que l'atmosphère pour eux en Union soviétique devenait malsaine. Et alors il y a une autre étude aussi qui est importante à connaître, il y a une plaquette qui a été faite d'ailleurs, c'est l'étude d'Arnaud de Lassus, qui confirmait le rôle primordial de l'intelligentsia juive avec les Karl Grünberg, Mark Horkheimer, Georges Lukács, Erich Fromm, Theodor Adorno, Karl Korsch, William Reich, qui fut un des auteurs de la révolution sexuelle. Friedrich Pollock, Walter Benjamin, et alors une vieille connaissance, l'inspirateur de la révolution anti-Tarn, Herbert Marcuse. Je n'y peux rien. On les retrouve toujours là où il ne faut pas. Alors ne me dites pas que je suis un obsédé. Je crois que ce sont eux qui sont obsédés. Et puis il y a une autre influence que dénonce MacDonald, celle de Leo Strauss, de l'Université de Chicago, qui est l'un des fiefs de l'intelligence juive américaine. Leo Strauss, qui explique d'ailleurs l'action des élites juives sous couvert de néoconservatisme. Je cite, « La démocratie exige d'être utilisée par une élite capable de manipuler l'opinion publique. » Et c'était déjà ce que recommandait Adam Weishaupt, créateur des Illuminés de Bavière. C'est dans l'intimité des sociétés secrètes qu'il faut savoir préparer l'opinion. Weishaupt, fin du XVIIIe, Leo Strauss, notre époque, vous voyez, le discours est le même. Alors quand un certain Ratzier, dans un de ses textes derniers, disait « mais la franc-maçonnerie n'est plus révolutionnaire », bien, je regrette beaucoup, la judéo-maçonnerie est toujours à l'action. Et ceux qui racontent ça, soit alors là, vraiment, ils ont une dose d'aveuglement assez incroyable, soit ils sont des compagnons de route. Choisissez. Il y a encore une réflexion très intéressante de MacDonald à propos du livre de Seymour Hersh, Selective Intelligence, qui a été publié dans le New Yorker du 6 mai 2003, un autre néoconservateur.
Voilà ce qu'il disait. La manipulation, toujours la manipulation, de l'opinion publique au nom de la guerre pour la démocratie et la liberté est beaucoup plus porteuse que ne serait la défense officielle des intérêts israéliens. C'est ça qui est en dessous. C'est ça qui est en dessous. Donc vous voyez, on n'en sort pas. Toujours ce plan mondialiste messianique. Et MacDonald révélait encore que le responsable du département des plans spéciaux du département de la défense américaine, à l'origine des désinformations sur l'Irak, n'était autre que Abraham Shulsky, élève de Strauss-Kahn, de Strauss, pardon, on s'y perd, dans la revue Forward du 20 juin 2003. Si l'on met en parallèle ce que je viens de citer avec la déclaration d'un autre néoconservateur, Michael Lydon, de l'entourage de George W. Bush, prenons le chaos, je cite, prenons le chaos et l'anarchie pour imposer le nouvel ordre mondial, tout de la situation actuelle s'explique. Et il va encore plus loin dans son livre The War Against the Terror Masters, c'est-à-dire la guerre contre les maîtres de la terreur. Je cite. D'abord, nous devons en finir avec les régimes terroristes, à commencer par les trois grands, Iran, Irak et Syrie. Nous ne voulons de stabilité ni en Irak, ni en Syrie, ni au Liban, ni en Iran, ni en Arabie Saoudite. Nous voulons que les choses changent. La question n'est pas de savoir s'il faut déstabiliser, mais comment le faire. Or, ça date de 2002. Nous en avons l'aboutissement aujourd'hui. Et notez bien, je l'ai déjà fait remarquer, je le refais à nouveau, il y a des nouveaux, et puis répéter. Notons au passage le retournement dialectique du terme. Les terroristes, ce ne sont pas les Américains, Israël, les monarchies du Golfe, notre chère France des Sarkozy, Hollande et compagnie. Non, ce sont ceux qui réagissent à l'agression. Dialectique encore. Vous voyez comment vous pouvez débattre avec des gens autour de vous. Dialectique encore. Et l'on voit ainsi l'utilité du montage du 11 septembre et de tous les autres attentats, y compris précédents et suivants, selon l'excellente formule des bons milieux américains, parce qu'il y en a, qui ont appelé ça de false flag, sous fausse bannière. Et en fait, le 11 septembre est un élément fondateur de ce genre de politique. C'est la provocation qui devait permettre d'aller plus loin dans l'accomplissement de leur plan mondialiste. Comme le fut l'assassinat de l'empereur François Ferdinand pour déclencher la guerre de 14, comme le fut l'assassinat du diplomate allemand juste avant la Deuxième Guerre mondiale, et comme le fut toujours pour la Deuxième Guerre mondiale, la provocation de Roosevelt avec Pearl Harbor. Ce sont des éléments clés de choc des opinions publiques pour déclencher le mouvement. Un autre texte très intéressant, je vous recommande le site Global Research. Je ne sais pas si vous parlez anglais, mais si vous comprenez l'anglais, c'est intéressant, il y a des renseignements très intéressants. Et je suis tombé sur ce texte, je le reçois sur Internet, parce que je me suis abonné, et ce texte de Larry Chin, qui dénonçait le 11 septembre 2015, donc maintenant, à la date anniversaire du 11 septembre 2001. Voilà ce qu'il disait. Je ne vais pas vous le dire en anglais, j'ai fait la traduction, je vous épargne. L'opération False Flag du 9-11, parce que
savez, c'est leur formule en anglo-saxon, ils disent pas 11 septembre, ils disent 9-11, n'a pas été une défaillance du renseignement, mais l'un de ses plus grands succès et d'opérations criminelles de l'histoire. L'administration Bush-Cheney, responsable de l'atrocité du 9-11, a mis en marche une guerre mondiale qui continue de s'étendre et de métastatiser jusqu'à aujourd'hui. Milieu anglo-saxon qui dénonce, ce ne sont pas des Français ou des restants de petits nazis allemands qui disent ça, ce sont des milieux proches du pouvoir américain qui vous disent ce n'est pas une faillite du renseignement, c'est un triomphe du renseignement, de la manipulation du renseignement américain. Et l'on comprend qu'un Michael Lydon ait pu dire que ce qu'il fallait pour imposer le mondialisme, il fallait créer le chaos. Ben voilà, tout est dit. Tout est dit, ils se confortent les uns et les autres, et tout s'emboîte. Et alors, dernièrement, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ça sur Internet, parce qu'évidemment, ce n'est pas dans les médias, même dans les nôtres, qu'on a trouvé ça, peut-être oui, peut-être quelques exceptions et encore. Cette accusation d'un responsable du bureau de la défense autrichien, qui a déclaré sous couvert de l'anonymat sur le site info-direct.at, je cite. Les organisations américaines subventionnent les trafiquants pour acheminer les migrants africains et orientaux en Europe. Et il faisait remarquer comment un transport qui coûte entre 7 000 et 14 000 euros pourrait-il être payé par des malheureux ayant tout perdu, sans ressources, sans une aide extérieure. Et il faisait remarquer, et ce qu'on remarque, le strict silence médiatique sur le financement. On nous fait pleurer avec l'arrivée des migrants, mais ils arrivent comment? Aidés par qui? Avec quel argent? C'est fabuleux quand même. Et surtout, la masse qui arrive. Vous vous rendez compte de l'argent que ça leur représente. En tout cas, Poutine ne les a pas ratés. S'il a dit froidement lors d'un de ses derniers entretiens télévisés, l'afflux massif des migrants en Europe est une décision des États-Unis. Bon. Et on retombe encore sur les mêmes. Devant cette situation, cette déclaration de Jacques Attali, l'arrivée des migrants est une incroyable chance, car cela transforme la démographie européenne. Les gens n'ont encore rien vu. Vous êtes bien assis? Vous êtes bien assis? Réjouissance à laquelle faisait écho celle du rabbin Joseph Touitou dans l'une de ses dernières leçons rabbiniques que l'on trouve sur Internet. Saint Internet. Vous savez ce que j'en dis? Si on n'avait pas Internet, que ne ferait-on? Voilà ce qu'il disait. Le Mashiach, le Messie, ne viendra que quand Édom, l'Europe, la chrétienté, sera totalement tombée. Donc, je vous pose la question, c'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe? C'est une excellente nouvelle. Cela annonce la venue du Mashiach. Excellente nouvelle. Donc voilà, et c'est pour les musulmans, les élites musulmanes qui peuvent m'écouter. Si je cite ça, c'est pas pour les fustiger eux, c'est pour les mettre en garde contre l'entreprise de récupération que les milieux juifs font du monde musulman pour nous détruire
et qu'ils ne croient pas qu'eux seront des privilégiés dans un monde gouverné par les Juifs. Nous sommes alliés, pour le meilleur et pour le pire. À propos, je vous signale que, à mon tour, je fais un procès à Henri de Lesquen pour diffamation parce qu'il a prétendu que je faisais partie d'une organisation islamique. Évidemment, quand je dis ça, je ferai peut-être un petit peu le choix de la critique. Non, mais le problème, c'est que ce sont les faits. Donc, vous voyez, il faut tout de même essayer de rire un petit peu. Bon. Donc, nous nous trouvons devant une volonté de destruction par la volonté d'un flux massif au travers de cette dictature compassionnelle, comme je l'ai marqué dans le... C'était le titre du dernier numéro de la politique. Or, comme en toute chose, si l'on veut réagir à cette situation, il faut remonter à la cause, ou aux causes. D'abord, la décolonisation gaulienne. Parce que si on a eu, et on a toujours de plus en plus, cette immigration venant d'Afrique, Afrique du Nord, Afrique noire, c'est parce que ces peuples ne trouvent plus de quoi subsister chez eux. On en a fait des malheureux grâce à la décolonisation. Et on en fait, chez nous, des gens qui perdent leurs racines, et ce n'est pas bon, ni pour eux, ni pour nous. Et ce n'est pas en voulant les accueillir plus et toujours plus qu'on va leur rendre service, pas plus qu'à nous. On en fait des victimes toujours et encore plus. Et puis après cette vague qui continue, puisque un des derniers chiffres que j'ai vus dans la presse que j'ai déjà cité, c'est ce chiffre a été donné par l'ambassadeur de France, je dirais plutôt de la République en Algérie, annonçant, en se frottant les mains, qu'il y avait environ 300 000 demandes de visa par an. Là encore, dialectique, autour de vous, faites remarquer ce chiffre. Dans combien de temps est-ce que les petits Français seront encore majoritaires chez eux? Ça se dit, hein. Et puis alors, ce dont chaque Attali se réjouissait, c'est un flux supplémentaire de migrants. Alors on ne vous dit plus émigrés, on dit migrants. Si on veut. Donc voilà, et puis le rabbin qui se frotte les mains, c'est une excellente chose pour nous. Donc, on se trouve devant ce problème, notamment avec ce dernier afflux de migrants, et on cherche à nous désarmer en nous faisant pleurer. Alors certes, pour ceux qui fuient réellement les atrocités, notamment de l'État islamique, on les comprend. Mais est-ce qu'au nom de la compassion, on doit tout accepter? Ce n'est pas en acceptant qu'on règle le problème. C'est en réglant le problème à sa source. Or, la source, c'est quoi? C'est neutraliser, détruire l'influence judéo-américaine au Moyen-Orient. Et c'est pour ça qu'en dépit des Pierre Hillard et compagnie, je dis, mais bravo à Poutine, qui a donné la leçon et a neutralisé les Américains jusqu'à présent. Lors de son premier raid, qui a détruit évidemment les troupes hostiles au régime de Bachar al-Assad les plus proches, il les a prévenus une heure avant en leur disant, voilà, mes avions sont partis. Les Américains n'ont pas bougé. Ils n'ont pas bougé. Alors, je pense que vous avez entendu sur les médias, les larmoiements, l'indignation, c'est scandaleux, tatati, tatata, ils ne s'attaquent pas à l'État islamique, ils s'attaquent aux ennemis de Bachar al-Assad, mais je regrette beaucoup, mais c'est la même chose. Ce sont des noms différents. Donc, il est évident, rappelez-vous ma conférence Vladimir Poutine, le grain de sable dans la machinerie du nouvel ordre mondial, ben voilà le grain de sable, et le grain de sable est en train de grossir. Hein.
c'est un caillou, c'est un rocher. Bon, les Américains sont en train de le recevoir sur la figure. Donc, pour nous, en tant que nationalistes, et tout simplement comme Français, bon, d'abord, je dirais que qui dit nationaliste dit français, tout d'abord. C'est presque un pléonasme. Donc, notre seule chance de passer à travers ce complot mondialiste, c'est l'alliance avec la Russie, la Chine. La Chine. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que la Chine a envoyé une forte délégation de sa marine devant les côtes syriennes. C'est pas gratuit. Pas plus que la marine russe au large de la Syrie. Rappelez-vous, en 2013, je crois, c'était en 2013, on était à deux doigts d'une intervention américaine et française contre Bachar el-Assad. Il y a eu l'histoire des 2 missiles tirés qui ont été déviés ou détruits par les contre-mesures russes. Le lendemain, et d'ailleurs Hollande s'en plaint aujourd'hui, le lendemain Obama ordonnait d'arrêter tous les préparatifs. Comme quoi, vous voyez, en fait, ça a toujours été comme ça dans l'histoire du monde, il faut un équilibre de terreur. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Ne faisons pas d'angélisme. C'est comme ça. Et ça, à ce point de vue-là, Poutine a parfaitement compris. Et alors, ce qu'il y a de passionnant avec lui, c'est que c'est la façon dont il avance. Apparemment, il reste tranquille pendant un certain temps, et puis brusquement, pan. Alors qu'on croit qu'il reste passif. Bien. Il choisit son moment, et il a pris vraiment le contre-pied du monde américano-sioniste. Alors, devant ce spectacle de l'action de la Russie en Syrie et au Moyen-Orient aujourd'hui, je voudrais quand même que M. Hillard, Lalanne et d'autres qui traitent Poutine de mondialisme arrêtent de dire des bêtises. Ou alors c'est qu'ils le font exprès, qu'ils sont payés pour ça. Parce que traiter Poutine avec ce qu'il fait aujourd'hui, de mondialiste, il y a tout de même une petite contradiction. Alors, il y a non seulement, évidemment, l'action sur le plan international pour essayer de régler le problème à la source. Bon, les gens qui sont là, il n'est pas question de les disperser à travers le pays. Il faut les mettre dans des camps de rétention. Dans des camps de rétention, je pèse bien mes mots. Faire un tri. Ceux qui peuvent effectivement justifier qu'ils ont fui les atrocités, éventuellement pourraient peut-être les garder. Les autres, c'est retour. Et si un petit pays comme la Hongrie de Viktor Orban est capable de faire ce qu'il fait, je ne vois pas pourquoi nous ne serions pas capables de le faire aussi. Alors qu'on ne vienne pas me dire, mais vous êtes sans cœur, etc., etc. Je regrette beaucoup. La défense d'un pays et de notre peuple ne passe pas par de bons sentiments, qui passe par la défense de nos intérêts. Point à la ligne. Et alors, les milieux religieux qui s'occupent de religion et qui nous fichent la paix. Alors, à ceux qui disent que tout est fichu, ce à quoi je faisais allusion en commençant cet exposé, ils ne se rendent pas compte que les choses changent, et qu'elles changent à toute vitesse. Ne leur en déplaise, parce qu'on dirait qu'il y a des pleureuses professionnelles qui se réjouissent du malheur, et qui ne cherchent pas du tout à ce que les choses s'arrangent, parce que, en fait, c'est leur fonds de commerce. Leur fonds de commerce, je répète. Et donc ça explique la montée du Front National, qui est ce qu'il est, mais qui pour moi présente l'intérêt, pour nous présente l'intérêt, d'être une force de rupture, dans la mesure où il peut faire sauter l'Europe communautaire et l'euro.
Je sais que ma thèse peut paraître un peu surprenante, compte tenu du livre que j'ai écrit d'ailleurs, Histoire d'une trahison, mais c'est un fait. La politique se fait avec les choses possibles. Nous avons une structure qui peut nous permettre, pour un point donné, d'être utile. Après, on verra. Et après, ce sera ce que nous ferons. Mais c'est un élément, vous savez, c'était un écrivain canadien qui disait que, en fait, le communisme avait été l'explosif nécessaire pour les grandes démocraties pour faire sauter ce qui restait des chrétientés en Europe. Eh bien, à une petite échelle, si j'ose dire, je dirais que le Front National nous est utile comme explosif pour faire sauter l'Europe, l'euro et tout, et le système avec. Pensez bien, quand cette Marine Le Pen entend que Valls annonce que si elle gagnait, il interromprait le processus électoral, ça ne va pas lui faire plaisir. Et au lieu d'insulter Marine Le Pen, comme le fait ce malheureux Bourbon à longueur de numéro de Rivarol, c'est pas comme ça qu'il va la convaincre, qu'elle se trompe. Parce que je dis clairement, je ne sais pas si elle m'entendra un jour, elle est cocu. Elle est cocu. Parce qu'elle ne peut pas à la fois vouloir défendre l'intérêt des Français, comme elle dit, faire sauter en l'air l'Europe et l'euro, qui est le support du mondialisme, une des étapes, et en même temps avoir l'amitié des milieux juifs, qui font tout le contraire. Ça ne colle pas. Hein? Donc, elle est cocu. Ça lui plaît ou non, elle est cocu. Et au lieu de la traiter de tous les noms d'oiseaux, de gourgandines et autres, comme l'a fait Bourbon, et en quoi il a eu un bon petit procès, ce qui est normal, je regrette beaucoup, ce n'est pas comme ça qu'on convainc les gens. Mais c'est en argumentant, toc, 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 toc. Alors, je vais vous citer un petit événement qui s'est produit tout dernièrement, qui est très amusant. La déclaration d'une bonne petite maçonne, Nadine Morano. Nadine Morano. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, elle est maçonne. Oui, elle a la grande loge féminine. La grande loge féminine de France, exactement. À mon avis, elle ne va pas rester longtemps avec ça. Hein. Elle n'est pas de la grande famille aussi. Hein? Elle n'est pas de la grande famille aussi. Je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Non, ça colle pas. Non, ça colle pas avec ses amis. Alors, je rappellerai très succinctement ce qu'elle a déclaré, que la France était un vieux pays de culture judéo-chrétienne. Bon, petite parenthèse, elle n'est pas judéo-chrétienne, elle était léno-chrétienne, mais enfin bon, passons. Et faisant allusion à De Gaulle, de race blanche. Alors, que n'avait-elle pas dit? Que n'avait-elle pas dit? Alors, immédiatement, je pense que vous les avez tous peu ou prou entendu sur les grandes ondes, ou petites ondes. Tout le monde lui est tombé dessus. Alors, Juppé. Juppé. Sarkozy. Nathalie Kosciusko-Morizet. Tiens, encore une. Alors, un autre que je ne peux pas voir en peinture. Regarde. Non, oui, regarde. Non. Le bellâtre Bruno Le Maire. Le beau. Il est écœurant. Écœurant. Alors, je ne sais pas si tu es à ces dames. Je ne suis pas une dame. Il ne me plaît pas. Non, mais écœurant. Alors, le texte de cet individu, je ne sais pas si je l'ai regardé ici, c'est ignoble. C'est ignoble. Où est-ce que j'ai mis ça? C'était peut-être dans l'entretien de ce matin, parce que vraiment, ça vaut son pesant de cacahuètes. Il a toujours été comme ça. Oui, il a toujours été comme ça, et puis un européiste forcené. Un européiste forcené. Bon, enfin, bref, je ne vais pas perdre de temps à rechercher le truc, mais c'était sur le thème que, en fait, la France n'avait pas de racines, ni nationale, ni religieuse, ni quoi que ce soit. Voilà. Et c'est un lieu de rencontre. C'est un lieu de rencontre, oui. Un hôtel de passe. Un hôtel de passe.
Non, mais vous vous rendez compte, et c'est ça notre élite politique. Et étonnez-vous, après, que tout aille si bien. Et étonnez-vous qu'on parle régulièrement de Bruno Le Maire à la radio, à la télévision. Il est compatible. Il est judéo-maçonnico-compatible. Et alors, illico presto. Alors, regardez bien. La sortie de Nadine Morano est pleine d'enseignements indépendamment de ce qu'elle a dit elle-même. Mais du fait des réactions, ça veut dire qu'en dépit de sa référence aux origines judéo-chrétiennes françaises et de l'allusion à De Gaulle, par race blanche, ça n'a pas été suffisant pour lui éviter les foudres. De qui? Mais de tous ces bons gaullistes, de l'UMP républicain, les Juppé, les Sarkozy, les Le Maire, les Nathalie, gna. Donc vous vous rendez compte? On va être obligé un beau jour d'applaudir De Gaulle. Ça devient invraisemblable. Ça devient invraisemblable. Donc vous vous rendez compte? Même une référence à De Gaulle, vous savez ce que je peux en penser, appuyé aussi sur des textes historiques, la haine que cela représente de nos racines de la part de ces gens-là. C'est ça la chose, la leçon la plus importante à tirer de cette déclaration de Nadine Morano. Donc, une parenthèse un peu longue là, ce que je voulais attirer l'attention sur le fait que les choses changent et à toute vitesse, non seulement chez nous, mais en Europe. Et par exemple, cette citation, cette réflexion de Horst Seehofer, qui est le ministre-président du gouvernement bavarois, qui a reçu en grande pompe le Hongrois Viktor Orban, déclarant qu'il n'avait pas de critique à faire sur la politique hongroise, qui avait gagné le soutien du gouvernement bavarois. Or, vous savez, vous ne savez pas que, et ça explique bien les choses des derniers événements dernièrement, c'est que Mme Merkel est sous pression en Allemagne maintenant. Il y a de plus en plus d'organisations et de personnalités qui demandent sa démission et sa condamnation pour haute trahison. Et n'est-il pas curieux quand on apprend que maintenant elle demande, estimant que ce n'est pas une bonne chose, pour qui? Pour les intérêts allemands, bien entendu, qui en ont souffert, comme nous, que l'on lève les sanctions contre la Russie, qui a une attitude évidemment nettement moins en flèche que celle de Hollande-Valls, Fabius. Ah mais c'est curieux, il y a un revirement là. Et puis il y a une autre affaire qui est sortie, l'affaire Volkswagen. C'est pas curieux ça comme coïncidence, hein? Ah bah c'est seulement maintenant qu'on a trouvé qu'il y avait un petit problème. Non mais écoutez, vraiment il suffit de nous quoi. Donc vous voyez, c'est passionnant. Quand on examine la politique froidement et de façon en fonction de nos intérêts, mais il y a des leçons à tirer à l'infini. Donc je dis à tous les pleureuses professionnelles ou autres, c'est pas fini. C'est pas fini, et le mondialisme est loin d'avoir gagné. Et notre rôle est de pousser à la prise de conscience des peuples, pas simplement le nôtre, mais des peuples, en Europe et ailleurs. C'est vrai pour l'autre côté de la Méditerranée comme au Moyen-Orient. Nous sommes tous victimes de cette même politique. Les mettre en garde contre les conséquences du mondialisme en marche. Et comme je l'ai déjà dit, je me répète encore une fois, en pleine connaissance de cause, le plan messianique est évident. Toutes les nations doivent disparaître
sauf une. Tous les peuples doivent disparaître dans la déferlante des migrations et le magma du métissage, sauf un. Toutes les religions doivent disparaître, sauf une. Et si l'on n'a pas compris cela, alors effectivement, il n'y a pas de complot. Analyser, et là je me répète encore, analyser sous un angle psychiatrique, on peut dire que le monde juif ne s'est jamais relevé de la venue du Christ. Qu'il a rejeté parce qu'il ne lui apportait pas la puissance sur le monde. Et depuis lors, le monde juif empoisonne la vie du monde entier. Merci de votre attention. Il y a peut-être aussi un petit texte que je voudrais vous lire en petit addendum. Il y en a deux d'ailleurs. J'ai eu un certain nombre de correspondants qui se sont indignés d'une initiative, enfin d'une déclaration de Vladimir Poutine lors du Nouvel An juif. Vous êtes au courant? Donc je pense d'ailleurs il y a un autre truc aussi que je veux faire remarquer. Alors Poutine a déclaré apparemment, félicitant le monde juif, que de tout temps, toutes les époques, le monde juif avait œuvré pour la paix dans le monde. Ah bon? Bon. Apparemment, il l'a dit. Et alors, comment expliquer ça? Comment expliquer ça? Eh bien, je vais donner la parole à Israël Adam Shamir à propos d'un événement qui s'est produit quasiment au même moment, c'est-à-dire la visite de Netanyahou à Moscou. Vous n'avez pas vu ça? Oh, pas bien ça. Vous avez des failles. Justement, c'est tout récent ça. C'est quand Netanyahou a vu que les Russes commençaient à amener des avions, des troupes, à mettre en place l'aéroport, à mettre en état l'aéroport de l'attaquer. Il s'est rendu compte qu'il ne pourrait plus bombarder comme il voudrait. Alors, il s'est déplacé avec tout son état-major proche, le chef de l'armée, le chef du renseignement israélien, à Moscou. Et si je vous fais cette citation et ce rappel, c'est pour expliquer, pour montrer la contradiction avec la déclaration de Poutine lors du Nouvel An juif. Voilà la déclaration de Israël Adam Shamir à propos justement de la visite de Netanyahou à Moscou, à la veille du Yom Kippour. Pour Israël, l'entrée en scène de la Russie signifie que c'en est fini de leur vieille habitude de lâcher des bombes de ci, de là, en toute liberté quand ça leur chante. Ou en tout cas, ils vont devoir se réfréner quelque peu. C'est une chose de bombarder des Syriens pratiquement sans défense, comme l'ont fait les Israéliens une douzaine de fois, et toute autre chose de piloter des avions sous le regard attentif des radars S-300 russes et les intercepteurs Sukhoi 27 avec les as russes dans le cockpit. Voilà pourquoi Netanyahou a pris la peine de se déplacer jusqu'à Moscou la veille du Yom Kippour. Netanyahou était venu pour formuler un ultimatum de son cru. Les Russes, ainsi que leurs alliés Assad, Iran et le Hezbollah, doivent choisir. Netanyahou a réaffirmé qu'il était libre de bombarder les Iraniens et le Hezbollah à sa convenance. Or, comme ceux-ci sont les alliés de la Russie et de Bachar el-Assad, cela promet de beaux jours. Le discours de Poutine à l'ONU aura été sa réponse aussi bien aux États-Unis qu'à Israël et à Hollande Fabius. C'est un juif qui a déclaré ça. Et il y en a qui sont conscients.
Il y en a un certain nombre. Rappelez-vous, quand je cite Bernard Lazare, il y a Finkelstein, etc. Hein? Alors, est-ce que vous trouvez que ce que fait remarquer ce brave Israël Adam Shamir est compatible avec les déclarations attribuées à Poutine? Un problème là. Et je dois rappeler encore une chose, autre curiosité, c'est que le 27 septembre dernier, donc c'est tout récent, l'aviation israélienne a bombardé les positions syriennes dans le Golan, alors que l'armée russe se trouve sur place, dans les airs aussi. Alors, ça va faire boum. Ou bien ça ne va pas faire boum. Ou bien ça ne va pas faire boum. Je ne sais pas ce que... Alors, il y a autre chose. Il y en a une troisième chose, je crois. J'ai reçu la communication, j'en ai parlé ce matin dans mon entretien qu'on a enregistré, le communiqué du présidium du Parti nationalisme français, qui a été, comme vous savez peut-être, en tout cas ça a été cité dans Rivarol, qui a été relancé par André Gandillon. C'est une structure qui vivotait, qui n'existait quasiment plus, enfin on n'entendait plus parler, et qui a été relancée dernièrement. Alors, je vais vous lire cette déclaration qui a été faite, qui est un petit peu pas très claire, mais qui, quand on explique les choses, c'est très clair. Et je vais me charger de l'explication. Je cite, plusieurs personnes ou structures, notamment sur Facebook, multiplient des déclarations et des propos relatifs au Parti nationaliste français, voire en son nom, sans y avoir été autorisé en aucune manière. Le présidium du Parti nationaliste français rappelle qu'il est seul habilité, par la voix de son président ou celle de son secrétaire général, à s'exprimer au nom du Parti nationaliste français. Cette expression s'effectue sous forme de communiqués ou de déclarations officielles publiées dans la presse écrite nationaliste et sur le site officiel du Parti nationaliste français. Par ailleurs, si la revue Militant ouvre ses colonnes au PNF et soutient une ligne politique proche de la sienne, elle n'est en aucun cas l'organe officiel du PNF et constitue une revue indépendante. Bon, alors je regrette simplement que le texte n'est pas très clair. C'est dommage parce que si je ne vous explique pas la chose, vous n'allez rien y comprendre. Alors, il faut l'affaire. Vous savez que depuis un certain temps, je mets en garde envers un certain Ivan Benedetti. Or, ces fausses rumeurs, ces faux communiqués dénoncés dans ce communiqué, c'est Ivan Benedetti qui les lance parce qu'il voudrait récupérer le Parti nationaliste français. Et il a créé une structure qui s'appelle les nationalistes, qui essaye au jour sur le beau de faire croire que c'est la même chose. Donc vous voyez, l'entoure le coup. Ceci pour vous expliquer, parce qu'on m'a déjà posé la question, que pensez-vous du Parti nationaliste français? En principe, je n'ai rien contre, mais avant de pouvoir éventuellement recommander une adhésion, j'attends de voir comment ça va être réglé en interne. Donc, je vous mets en garde. Ivan Benedetti, grâce auquel l'œuvre française a disparu du fait de ses provocations, inepte, à se demander s'il ne sert pas le système, ne serait-ce que comme idéologie utile, est en train de vouloir se refaire une stature au travers de ce Parti nationaliste français. Donc voilà, je vous mets en garde. Vous ne pourrez pas dire que vous n'êtes pas prévu. Alors il y a une troisième chose, peut-être que j'y repenserai au moment des questions-réponses. Voilà, à vous la parole. Il y a une question qui me turlupine depuis longtemps, mais absolument personne ne peut me répondre. C'est tout à fait évident que c'est un montage le 11 septembre, et certaines personnes haut placées pourraient avoir intérêt à le dénoncer. Je pense par exemple à Poutine quand on l'a menacé d'une guerre mondiale en 2014. Pourquoi est-ce qu'ils ne disent rien? Il le dit. Il le dit, simplement. On ne révèle pas qu'il le dit. Non, pourquoi
pourquoi est-ce Alors, que moi j'ai vu que la Russie menaçait de divulguer les photos prises à l'époque par les satellites russes. Ah oui. Oui. Là, ça ferait mal. Non, mais c'est ça la manipulation. Quand les médias ne vous disent pas un certain nombre de choses, ils ont raison. Vous voulez parler de photos aériennes. Oui, Voilà. Ou satellite. 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 Ah oui, en tout cas, je veux dire, allez sur Global Research. Vous lisez mon livre, Le complot mondialiste. Il y avait tout un chapitre consacré au 11 septembre. Je crois que tout est écrit, défini, expliqué. C'est un montage. Point à la ligne. Voulez-vous m'expliquer quand même, dans ces 2 tours, même 3, sans compter la façon dont la 3e est tombée, entre autres choses, voulez-vous m'expliquer pourquoi, dans le domaine d'activité qui était représenté dans ces tours, ce jour-là, tout ce qui était juif n'était pas là. Oui. nous sommes tout à fait d'accord, C'était pas là. mais pourquoi une grande voix, à un moment où elle est à une heure de grande écoute sur la télévision, par exemple, ne le dit pas? Monsieur, vous êtes gentil. Je m'excuse, vous êtes un peu naïf. C'est évident, en voyant votre question, qu'on porte la réponse. C'est parce que c'est dérangeant. Oui. On a implosé. Ce qui dérange, on n'en parle pas. Oui, mais à l'intérieur, Ça dérange certains, mais ça peut arranger d'autres de dénoncer. Alors, mais ça dérange qui? Ça dérange l'entreprise américano-sioniste. Donc, alors, c'est elle qui tient les médias. Pourquoi Poutine, quand on le met tout le temps sur la sellette, est-ce qu'il ne dénonce pas ça pour dire c'est vous et pas moi qui a abattu l'avion au-dessus des zones en guerre en Ukraine? Mais il l'a dit. Il l'a dit. Il l'a dit. Ah, il l'a dit. Il l'a dit. Et là encore, ils ont des photos de comme quoi c'est un chasseur ukrainien qui a abattu l'avion. Mais là, oui, mais c'est ça toute la duplicité de la dite information, c'est qu'on vous masque des choses. Et comme vous ne le savez pas, eh ben, c'est comme si elles n'existaient pas. C'est élémentaire. la Deuxième Guerre mondiale. C'est élémentaire. Je comprends parfaitement votre surprise, mais je suis tout de même un peu surpris que vous soyez surpris. Non, quand Poutine a été interviewé il y a quelques jours par un grand journaliste américain, Oui, je sais. encore quand il était- Rose, quand- Rose, quand il était à Rose la- qui doit être Rosenblum ou Rosenstein, je ne sais pas quoi. Quand il était à la tribune des Nations Unies, il ne l'a pas dit. C'est un diplomate. Non, mais il garde des cartes. Vous avez raison. Vous avez raison. On peut se poser la question. Mais quand vous acculez quelqu'un, vous le forcez à réagir encore plus violemment. Est-ce qu'il n'a pas intérêt à laisser entendre, en catimini, à ce quelqu'un qu'il sait des choses qu'il risque de balancer, plutôt que de le dire carrément? Parce que les autres perdent la face. Et il n'y a rien de pire que quelqu'un qui perd la face. Vous savez, moi, je me sens vraiment, intellectuellement, tactiquement, très proche de Poutine. Parce que je réagirais probablement de la même façon. C'est un jeu d'échecs. C'est un jeu d'échecs, mais à très, très, très long terme. Mais dites-vous bien que quand vous acculez quelqu'un, il devient dangereux. Prenez un sanglier. Prenez n'importe quelle bête féroce. Ou bien, vous l'abattez, mais il faut être en position sûre de pouvoir l'abattre sans dommage. Ou bien, vous attendez le moment propice. En attendant, c'est frustrant pour nous. Ah, je comprends votre frustration. Mais d'un autre côté, vous voyez, moi je trouve une jouissance particulière à voir ce jeu subtil. Il est très fort. Le petit grain de sable qui devient rocheux. Autre question? Oui, Oui. je veux dire 4 choses. Les 3 premières sont vraies, la 4e un peu plus longue. Vous avez noté quand même que Mme Merkel avait été favorable à un rapprochement avec Bachar el-Assad.
Mais qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Oui, vous l'avez dit? Bien sûr que j'ai dit. Excusez-moi. Enfin, deuxièmement, M. Fillon a pris des positions qui étaient quand même très sympathiques. Tout à fait. Mais rappelez-vous que depuis longtemps, j'ai un œil attentif vis-à-vis de Fillon. Il n'est pas si mal que ça. Je dirais qu'il est moins pire. Et enfin, la puissance des Juifs était fondée sur deux choses. Il faut lire les mythes fondateurs de Roger Garaudy. Tout est dit. Oui. Eh bien, l'un des premiers mythes du peuple élu est en train de s'effondrer, plus personne n'y croit. Et le deuxième est en train de se casser la figure avec Internet. Et je crois que tout ce plan mondialiste va se floquer par terre grâce à Internet. Et quand vous regardez, Ça, Internet. je vous l'apporterai quand je serai allé dans Midi où j'ai le bouquin, l'encyclopédie du début du XXe siècle, on dit que le peuple juif tout entier est Messie, mais le Messie doit mourir et ressusciter. Or, il est mort à Auschwitz et il a ressuscité. D'où l'importance d'Auschwitz. Ah, mais ça a été dit. Ah oui. Oui, bon. Je connais, Et je connais, actuellement, je connais. Internet, comme ils ne le contrôlent plus, ils vont se casser la figure avec ça. Et ils sont allés trop loin en culpabilisant les Allemands, et on aura, tout va leur éclater, et ce plan mondialiste risque d'être flanqué par Je ne terre. sais même pas si ce sera suffisant. Moi, je crois que ce sera l'évidence du complot mondialiste qui va rendre furieux les peuples. Oui, mais à travers la déculpabilisation. Quand est-ce qu'ils sont? Je vous dis une chose que je voulais dire. Il y avait 4, j'ai oublié. Il y avait Merkel. On verra. Autre question? Oui? Juste votre sentiment, votre avis sur la position du pape François. Ah voilà, c'est ça que j'étais en train d'oublier. C'est ça que j'étais en train On en a d'oublier. parlé ce matin. Voilà, exactement. Alors, avez-vous vu la photo Avec un autre club. du pape François plié en deux en train de baiser la main de Rothschild? Il paraît qu'il a arrivé. Vous n'avez pas vu ça? Alors, je l'ai vu, j'ai vu plusieurs correspondants qui me l'ont envoyé. Alors, c'est, comme on dit, interpellant. Est-ce qu'il s'agirait d'un Alors, attendez. Justement, on en a parlé ce matin à l'entretien. Il y a tout de même un petit problème, un petit détail. Détail. Tout est dans le détail. Qu'a dit le pape François devant les Nations Unies et ailleurs, pendant son voyage aux États-Unis? Il a fustigé la finance mondiale qui mettait à genoux les pays au travers de la dette. Est-ce que vous croyez que ces déclarations ont fait plaisir aux Rothschild, etc., etc. Est-ce que cette image n'est pas une image fabriquée pour faire hurler les catholiques? Tout simplement. Moi, c'est ma position, parce que quand je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est pas possible qu'il ait fait ça. Puis bon, du calme, réfléchissons un petit peu avant de réagir. C'est la seule piste que je trouve. Il ne peut pas à la fois dénoncer la finance juive mondiale, qui détruit les nations, il l'a dit. Ça a été répété pour une fois dans les médias, et aller baiser la main de ses représentants. Ça ne colle pas. Ou alors il est givré. Quand c'est une autre posture. Voilà. Autre question? Les petits nouveaux? Petites nouvelles? Oui? Est-ce qu'on Pas tout à fait un nouveau celui-là. peut expliquer l'aplatissement particulièrement saisissant du gouvernement français vis-à-vis du pouvoir mondialiste? Mais parce qu'ils sont tous complices. Puis, cher ami, il vient d'où, Fabius? Oui. Il vient d'où, Fabius? Mais ils sont compatibles, voyons. Alors là, vous me décevez. Ils sont quand même. Vous parlez pour parler, hein, c'est ça. Ils sont pires que les autres. Ils sont pires que les autres. Non, mais, alors là encore, réflexion dialectique. On vous dit, Fabius, oui, c'est bien, il a dénoncé les crimes de Bachar el-Assad. Alors, deux réactions à avoir. Premièrement, le premier à être jugé, on devrait juger, c'est lui pour crime contre l'humanité à cause du sang contaminé. Rappelez une chose. Deuxièmement, ah bon d'accord, il dénonce les crimes de Bachar el-Assad. Bon, supposons. Et pourquoi il ne demande pas aussi une condamnation pour les crimes de l'État islamique? Ça crève les yeux, ça, perd l'hypopète.
Donc vous voyez, c'est comme ça que vous devez travailler autour de vous. Oui. En tant que spectateur, Quoi? en tant que spectateur, parce que bon. Voilà, vous avez de la famille, vous avez des amis, vous êtes au bureau ou que sais-je. Non, parce qu'on regarde tout sur Internet, puisque tout est caché. Donc, Oui, mais si vous venez ici, c'est peut-être pour être informé, hein, quand même, tout au moins je l'espère. Ou alors ce sont des plaisirs solitaires que vous avez. Pas du tout. Ça fait longtemps que je regarde tout ça. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous le dis. Je vous le dis. Apprenez et diffusez. C'est pas compliqué. Et surtout ne pleurez pas, parce que sinon, vous n'avez pas votre place ici. C'est le point du système. Oui. Concrètement, Ah. concrètement, quand il y a une élection, on vote Front National, quel que soit le candidat, ou ce que j'entendais tout à l'heure. Bon, non, pas quelle fois. Excellente question. Contre Valéran de Saint-Just. Ah non. Valéran de Saint-Just, jamais. Florian Philippot, non. Non. C'est dans mon livre, d'ailleurs, Histoire d'une trahison. J'ai donné la liste des personnes à exclure. Et ça, on ne peut le faire. Bon, on peut le faire, évidemment, au moment des élections nationales, quelles qu'elles soient. Mais on peut surtout le faire si on est à l'intérieur du parti, en étant en mesure de voter pour les élections internes. C'est pour ça que je pousse à l'entrisme. Je ne suis pas un naïf. Hein. Vous ne me connaissez pas encore, je crois que c'est la première fois que vous venez. Ah non, c'est Non. la première fois. Non, mais j'ai lu les bouquins de votre père. Oui, d'accord. Mais donc, Donc. concrètement, c'est pas évident d'adhérer au Front National. Ah, je vous comprends. Je vous comprends. Je vous comprends. Mais oui, mais il faut savoir ce qu'on veut. Moi, je peux pas. C'est... vous devriez, parce que analysez bien les choses, réfléchissez. Pour l'instant, on n'a pas d'autre structure. Pas d'autre structure. Et là, dans la mesure où le cheval de bataille du Front National, c'est la sortie de l'Europe communautaire et de l'euro, c'est à l'opposé du complot mondialiste. Donc ça nous sert. Donc c'est ça qu'il faut utiliser. Je vous parlais d'explosifs nécessaires. Et je faisais allusion, je me rappelle maintenant le nom de cet auteur canadien, qui dénonçait justement le complot, encore une fois, des démocraties occidentales utilisant le communisme comme explosif contre l'Europe encore chrétienne. Et qui a disparu une fois qu'ils ont estimé que c'était suffisamment détruit et qu'ils avaient tout intérêt à faire disparaître le communisme en Russie pour s'ouvrir de nouveaux marchés à l'Est. C'est tout. Donc, vous voyez, la politique, ce n'est pas une question de sentiment. C'est une question d'analyse froide. Il faut savoir où on veut aller et voir quels sont tous les moyens qu'on peut utiliser. Moi, à Paris, je vais voter Dupont-Aignan. Est-ce que vous en pensez plutôt, surtout pas Valéran de Saint-Just, parce qu'il est il est pas mal. Non, mais c'est un type pourri. J'en parle d'ailleurs dans mon prochain livre. L'armée française face à la destruction de la nation. Il a un texte absolument ignoble répondant à un général qui trouvait tout de même que le pouvoir politique n'écoutait pas suffisamment les réclamations de l'armée. Et Dupont-Aignan lui a répondu à ce militaire en disant « Vous n'avez rien à dire, vous êtes des militaires, vous n'êtes pas un des pouvoirs de la République. » Alors, gaulliste comme un phoque. Pauvre phoque. Valéran de Saint-Just, on ne peut pas l'écrire pour le... Hein? Il faut qu'il ait un échec dans le... Ah non, mais alors là, cher ami, vous avez tout faux. Vous voteriez pour lui? Non, jamais. Jamais. Donc il faut qu'il... Pourtant, vous avez voté pour François Hollande. Mais expliquez pourquoi. Puisque vous faites le malin, expliquez pourquoi. Mais non. Bon, d'accord, bon, j'assume. Pourquoi je fais voter François Hollande? Pour réveiller le Parce que de toute façon, si Sarkozy repassait, il allait faire la même politique, mais à dose plus discrète. Tandis qu'avec Hollande, ce serait la déflagration. C'est ça que j'ai voulu. Alors, ça fait mal, c'est très désagréable, mais ça fait tout de même bouger les lignes. Et si Sarkozy repasse, ou bien on lui met une balle dans la peau, ou bien on vote contre lui. Alors, au choix,
Moi, j'essaie de former. Je suis probablement pas assez sanguinaire. Ça pourrait venir. pareil qu'il va être dézingué. Il va être dézingué par Nadine Moreno. Ah oui, Moreno. Non, mais c'est vrai, elle a dit que il ne fallait pas qu'elle ait des illusions pour les présidentielles, qu'elle allait les dézinguer. Ah, mais c'est remarquable, ça, vraiment. Oui. Alors, oui, attendez. Concernant Marine Le Pen, Oui. pouvez-vous imaginer qu'elle prépare un coup d'échec à l'instar de Vladimir Poutine ou pas? Est-ce que vous en pensez? J'ai pas compris la question. Concernant Marine Le Pen, Oui. on peut supposer qu'elle a une stratégie comme Vladimir Poutine, c'est-à-dire pour la... C'est pas exclu. Je n'y crois pas trop, malheureusement. Votre hypothèse est intéressante, mais malheureusement, je n'y crois pas trop. Je crois qu'il est obsédé par cette notion, d'ailleurs, qui vient de son père, par le premier à avoir voulu se dédiaboliser, c'est Le Pen. Oui, tout à fait. Alors, Le Pen qui passe de la dépose de gerbes à la mémoire du maréchal Pétain à Lille-Dieu à moi, je suis le seul représentant du gaullisme, il y a une petite contradiction quand même. Hein, et puis d'autres choses que j'ai expliquées dans mon livre Histoire d'une trahison. Le Pen est à l'origine de cette volonté de dédiabolisation et normalisation du Front National. La Sicile n'a fait que suivre. Alors ils croient que c'est comme ça qu'ils vont neutraliser le système. Dans une certaine mesure, c'est vrai d'ailleurs, qu'ils sont des temps de parole qu'ils n'avaient jamais avant. Et c'est ça qu'on peut reprocher à Le Pen dernièrement, c'est qu'il veut casser la baraque du Front National avec sa énième sortie sur le détail, qui ne règle rien encore du problème sur le fond. C'est pas un détail, c'est le point central. Je l'ai encore dit ce matin. Hein, c'est pas un détail. Comment les gens sont morts? Tout est là. Est-ce qu'il y a une volonté de les tuer, ou bien est-ce qu'on a gazé les poux? Gazer les poux, pas les gens, gazer les poux, et brûler les cadavres qui étaient morts à cause du poux et du typhus. Tout est là. Alors, c'est ce qu'il escamote. Donc, il est doublement fautif. D'une part, parce qu'il masque la question centrale, et deuxièmement, parce qu'il se sert de ce faux truc scandaleux pour démolir sa fille et le parti. Scandaleux. Alors, il paraît, j'ai appris pas plus tard qu'hier, que Jérôme Bourbon avait l'intention d'inviter Le Pen au prochain pot de Riverol pour je ne sais plus quel anniversaire. Je ne sais pas si je serai invité. Et si je suis invité, d'abord je vous le ferai savoir, vous pourrez venir à ce pot et on va bien s'amuser. Ça, je vous le promets. Et quand je promets une chose, je la tiens. Pensez-vous pas que la déclaration de Nadine Morano soit en fait une stratégie des Républicains pour récupérer les voix du Front National tout en... Non, sinon, oui. Ce que vous dites est intelligent, mais petite objection. Il l'aurait pas mis à la porte. Ben justement, si c'est le principe de... Mais non, il peut pas. S'il est plus dans le parti, il ne peut pas s'en servir. Mais c'est pour ce... Non, ça colle pas. Non. Votre question est intelligente, mais vous oubliez un élément, c'est que pour que votre thèse soit valable, il fallait qu'elle reste à l'intérieur. Alors, ils auraient pu faire les gros yeux, la grosse voix, ils devaient la garder à l'intérieur. Ils ne l'ont pas fait. Dans cette affaire, les embête. Moi, je leur ai téléphoné, ils m'ont dit que les militants soutenaient Nadine Morano. Mais je crois, mais c'est ça qui est amusant et de consolant quand je disais tout à l'heure que les lignes bougent. Oui, voilà. Ça bouge. Oui. Bouge. Et une fois qu'il y a une dynamique qui est amorcée, ça va de plus en plus vite. Oui, c'est exponentiel. Et on est devant un problème. Et les Français, qui se croyaient à l'abri, etc., ils l'ont devant le nez. Ils commencent à avoir peur. Alors, ou bien ils se couchent, ils se laissent égorger comme des petits moutons, ou bien ils réagissent. Ça, on verra bien. Donc, notre rôle, c'est de leur expliquer et de leur botter les fesses pour qu'ils réagissent. Pas compliqué. Autre question? Oui. Je voulais savoir si vous aviez toujours en préparation un livre sur le rôle de l'armée française. Je viens de le dire. Et surtout, croyez-vous au réveil nationaliste? Non, de l'armée? Des officiers de France au moins? Peut-être, mais dans l'immédiat, ça me semble difficile. Je pense que c'est pas encore assez grave. Et s'il y a une réaction, je pense que ce sera plutôt le fait de jeunes officiers.
les généraux prenaient, bon, vous savez très bien, non, peut-être pas, parce que je crois que vous n'êtes pas abonné à la politique. Ouais, vous devriez. Une chose que j'ai très souvent rappelée dernièrement dans la politique, que je rappelle dans mon prochain livre d'ailleurs sur l'armée, vous savez, vous ne savez pas, que le général Benoît Pugat, qui est un paroissien de Saint-Nicolas du Chardonnay, donc traditionnaliste, a été nommé conseiller militaire de l'Élysée par Sarkozy. Et que Hollande l'a conservé. Bon, maintenant, il a été remplacé par le général Pierre de Villiers, frère de Philippe. Or, je sais, par un texte que j'ai eu, qui est même de l'armée d'ailleurs, que Pugat a soutenu et a poussé à l'intervention en Libye. Est-ce que vous croyez qu'avec de pareils généraux, catholiques, traditionnels, on va faire la révolution? Non. 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 Vous devriez lire l'histoire de la guerre d'Espagne de Bardèche et Brasillac. Ah oui. Il y a un épisode, je crois que c'est dans ce livre, un épisode qui m'a profondément marqué quand j'étais adolescent. Et ça explique beaucoup de ma démarche par la suite. La façon dont les troupes, oui, de Franco ont réussi à prendre Séville. Ah ouais, Pipo des extraordinaire. Il n'y a pas eu de conflit, il n'y a pas eu d'affrontement. Il y a de jeunes officiers qui sont allés trouver les généraux qui commandaient la place. Ils leur ont dit, vous vous rendez immédiatement, on vous passe par les armes. Ils sont rendus. Voilà, c'est comme ça qu'il faut agir. La guerre d'Espagne est pleine d'enseignements pour nous. Voilà. Vous avez oublié Marat, au moment de la Révolution, c'était la quatrième. Oui, bon, il y en a d'autres encore, oui. Marat qui était juif. Oui, bien sûr, je sais. Mais non, cher ami, c'était un citoyen de Genève. Bon, eh bien écoutez, si vous n'avez plus d'autres questions et que vous voulez que je vous dédicace des livres, ils sont là.